Bien, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la trajectoire d'une particule chargée dans un champ électromagnétique. Donc, je vais rappeler très brièvement le peu que vous avez vu sur ce que c'est qu'un champ électrique ou ce que c'est qu'un champ magnétique. Et puis, on va voir donc la force exercée par un champ électrique sur une particule chargée, ainsi que la force exercée par un champ magnétique sur une particule qui est à la fois chargée et en mouvement. Enfin, on verra comment utiliser ces deux forces pour fabriquer un accélérateur de particules. Donc, un accélérateur de noyaux atomiques ou de particules élémentaires. Parlons tout d'abord de la force de Lorentz électrique. Alors, bon, au lycée, vous avez, en classe de première S, si je ne me trompe, vous avez rencontré la force de Coulomb entre deux particules chargées, entre deux charges ponctuelles. Donc, imaginons qu'on ait deux charges ponctuelles. Il y en a une que j'appelle Q et une autre que j'appelle Q', d'accord? Donc Q et Q', ce sont des charges exprimées en Coulomb. Et on va dire que la charge Q' est située à la position O et la charge Q est située à la position M. Et chacune de ces charges exerce une force l'une sur l'autre. Donc il y a une force exercée par M sur O et il y a une force exercée par O sur M. Et d'après la troisième loi de Newton, ces deux forces sont exactement l'opposé l'une de l'autre. Et vous avez vu la loi de Coulomb qui vous dit que la force exercée par la charge située en O sur la charge située en M, je devrais peut-être noter plutôt comme ça, F exercée par Q' sur Q, hein, c'est la même chose. Cette force, elle est proportionnelle à la charge Q', elle est aussi proportionnelle à la charge Q, donc c'est Q' fois Q fois quelque chose. Et c'est une force qui a longue portée, et l'intensité de la force diminue avec la distance, et ça diminue en 1 sur R carré, d'accord, de la même manière que la loi de la gravitation universelle de Newton. Et puis bon, c'est une force, donc c'est un vecteur. Disons qu'elle est portée par un vecteur ER, que je vais préciser dans un instant, et ça dépend d'une certaine constante fondamentale qui se note, pour des raisons historiques, 1 sur 4pi epsilon 0. Donc, dans cette expression, que signifie le vecteur ER? Alors, d'abord, je vais introduire le vecteur R, qui est le vecteur position, d'accord, qui repère la position du point M par rapport au point O. Et le vecteur ER, c'est juste le vecteur R divisé par sa norme. Donc, mon vecteur ER, c'est un vecteur unitaire dirigé de O vers M. Et donc, vous voyez tout de suite sur l'expression que si les charges Q et Q' sont de même signe, toutes les deux positives ou bien toutes les deux négatives, le point M est repoussé par la charge située en haut. Au contraire, si les charges sont signes opposés, elles s'attirent. Alors, cette loi de Coulomb, donc, elle n'est pas très surprenante en un sens. Elle ressemble beaucoup à la loi de la gravitation universelle de Newton, donc, que je vais vous rappeler juste en dessous. Donc, si à la place de mettre des charges, je mettais des masses, d'accord? Donc, oublions les charges, mettons des masses. Donc, j'ai une masse M' ici, et ici, je mets une masse M. Et donc, la force exercée par la masse située en haut sur la masse située au point M, qui est la force exercée par la masse M' sur la masse M, d'après la loi de la gravitation universelle de Newton, cette force est proportionnelle aux deux masses, M' et M. Elle diminue avec la distance en 1 sur R carré. On retrouve notre vecteur unitaire ER. Et puis, il y a une constante qui est moins grand G, où grand G, ça s'appelle la constante de la gravitation universelle de Newton. 6,67 10.11 unité SI, on va dire. Ok, donc on a cette analogie, hein, ces deux expressions qui se ressemblent beaucoup. Analogie, donc d'un côté,
la gravitation, de l'autre l'électrostatique. Donc, ça concerne des charges qui sont immobiles ou presque immobiles qu'on peut. Donc, ce qui correspond ici à la masse m, c'est la charge q. Et si vous voulez, ça c'est la source de la force ou du champ gravitationnel ici, ou respectivement du champ électrique, que je n'ai pas encore introduit. On a une constante universelle, donc qui vaut dans le cas de la gravitation, enfin c'est g, mais disons si je mets moins g ici, ce qui lui correspond à moins g, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. D'accord, donc ça c'est une constante fondamentale. Ok. Donc, quand Newton a introduit sa loi, les gens étaient un peu gênés parce que c'était une loi d'action à distance. On a l'impression que, disons, instantanément, la masse m, elle sait où se trouve la masse m'. Bon, c'était un peu gênant. Avec Faraday, on a un peu changé de point de vue. Faraday a introduit le concept de champ. Et donc, on imagine que... Alors, maintenant, j'en viens aux charges. Je laisse tomber les masses, je reviens aux charges. On imagine que cette charge Q' crée un certain champ de vecteurs dans tout l'espace, qui va être ici. Si Q' est positive, je vais avoir quelque chose comme ça. Et puis, ça décroît avec la distance. Cette charge Q' crée en tout point de l'espace un certain vecteur, champ électrique. Donc si je suis au point M, j'aurai un vecteur champ électrique au point M. Et c'est ce champ électrique au point M qui agit sur la charge que j'ai placée au point M, sur ma charge test. Donc, là, j'aurai E, le champ électrique. Et de l'autre côté, j'ai un champ que je pourrais noter par exemple A, et qui s'appelle le champ gravitationnel. Donc la charge Q n'agit pas directement sur Q', elle agit par l'intermédiaire du champ E. De même, Q' n'agit pas directement sur Q. Q' crée un champ E et c'est ce champ E qui agit sur Q. Ok. Donc, alors concrètement, comment ça se passe? En fait, juste, je vais reprendre cette expression. Et je la réinterprète. Ceci, ça se factorise en Q fois une expression qui ne dépend pas de la charge test que j'ai placée au point M. C'est Q fois 1 sur 4 pi epsilon 0, Q' sur R carré, ER. Ok, et donc cette partie qui est indépendante de la charge test, qui dépend juste du point où on a placé la charge, on appelle ça E de M. Ok, et c'est tellement important que je vais l'écrire explicitement. Donc, Q' crée un champ E, et ensuite E agit sur la charge Q. En fait, plus précisément, Q' crée en tout point M de l'espace un champ électrique E, donc E de M si on est au point M, et si on place en M une charge test Q, celle-ci subit de la part de ce champ électrique E une force F que je vais appeler FL électrique, le grand L c'est pour Lorentz, une force qui est égale à Q fois E au point M, c'est-à-dire au point où j'ai mis ma charge. D'accord? Donc j'ai cette force, et qui s'appelle force de Lorentz électrique, ou encore c'est la composante électrique de la force de Lorentz.
Lorentz avec un T, il y a un autre Lorentz qui faisait un peu le même genre de physique à peu près à la même époque, mais celui-ci c'est avec un T. Ok. Plus généralement, quelle que soit la raison pour laquelle j'ai un champ électrique, bon, par exemple, j'ai une distribution de charges, j'ai plus une charge ponctuelle, j'en ai plein. Peut-être que j'ai aussi des charges linéiques, des charges surfaciques, des charges volumiques. Peut-être qu'il y a d'autres sources de champs électriques, on verra ça plus tard. Quelle que soit la raison, je peux considérer que j'ai un champ électrique dans tout l'espace, d'accord, qui n'est pas forcément uniforme, hein, mais en chaque point de l'espace, il y a un vecteur champ électrique qui est bien défini. Et indépendamment de la raison pour laquelle il y a ce champ électrique, au point M, j'ai un champ électrique, par exemple dans cette direction, et donc ma masse test que j'ai placée au point M, ma charge test, pardon, subit cette force Fl électrique égale Q fois E au point M. Okay, c'est une expression complètement générale qu'on a introduite en la motivant à partir de la loi de Coulomb, mais qui est valable quelle que soit la nature du champ électrique, la raison pour laquelle il est là. Passons maintenant à la composante magnétique de la force de Lorentz. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un champ magnétique? Un champ magnétique, bon, c'est ce qui fait tourner l'aiguille de votre boussole. Un champ magnétique, c'est ce qui est créé par un aimant. Donc, considérons un aimant. On a un pôle nord, un pôle sud, qu'on peut penser en faisant une analogie entre électrique et magnétique. Le pôle nord, on pourrait dire c'est analogue à une charge plus et le pôle sud à une charge moins, mais la grosse différence c'est que autant c'est pas difficile d'isoler une charge électrique, autant vous ne pouvez jamais avoir un pôle nord tout seul ou un pôle sud tout seul. Il n'existe pas de monopôle magnétique, vous avez juste toujours, les deux pôles vont toujours ensemble, vous avez toujours un dipôle magnétique. Ok, donc considérons un aimant avec son pôle nord et son pôle sud, et vous savez que si vous posez votre aimant sur une table et puis que vous saupoudrez la taille de l'émail de fer, l'émail de fer va s'orienter et j'ai dessiné en bleu en fait les lignes qu'on voit en suivant la limaille de fer. Et cette limaille de fer vous permet en fait de visualiser concrètement les lignes de champ, c'est-à-dire les lignes qui en tout point sont tangentes au champ magnétique. Donc je n'ai pas dit ce que c'est que le champ magnétique, mais disons on peut le voir indirectement avec ce procédé, la limaille de fer. Alors on étudiera le champ magnétique beaucoup plus en détail en fin d'année dans le cours de magnétostatique. Okay. Mais pour l'instant, il suffit de savoir que ça existe et que c'est relié aux aimants. Et si je place un aimant dans un champ magnétique, ben, il va tourner, il va s'orienter selon les lignes de champ. Et bon, donc il existe un champ, on a cette notion de champ magnétique, et il y a aussi une force de Lorentz magnétique. On vient de voir la force de Lorentz électrique, la force de Lorentz magnétique. Donc je vais donner cette expression, son expression qu'on va admettre, et je vais essayer d'expliquer ce que ça nous dit. Donc la force de Lorentz magnétique subie par une charge Q. Donc ça nous donne la force de Lorentz magnétique. C'est la force de Lorentz magnétique. Subie par une charge Q. Se déplaçant à la vitesse v. Dans un champ magnétique B. C'est-à-dire dans une région dans laquelle règne un champ magnétique B. Bien sûr, si votre champ magnétique est uniforme, bon, bah, il suffit d'appliquer cette expression. S'il n'est pas uniforme, il faut prendre le champ au point où se situe votre charge, évidemment. Ok.
il faut certainement que je rappelle ce que signifie ce produit vectoriel, V vectoriel B, et comment il se calcule, et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de cette force. Donc, rappel, ben, le V vectoriel B, c'est un vecteur. Donc ça s'appelle le produit vectoriel des vecteurs V et B. Hein. Les rappels que je vais faire s'appliquent à deux vecteurs quelconques, mais la seule chose qui va nous intéresser, c'est vecteur vitesse et vecteur champ magnétique. V vectoriel B, c'est un vecteur, et qui a les propriétés suivantes. Il est orthogonal à V, et il est orthogonal à B. Et donc, dans le cas générique, où V et B n'ont pas la même direction, ne sont pas colinéaires, V et B engendre un plan, et ce vecteur, il est orthogonal au plan engendré par V et B, le plan que, dans le cours de maths, vous appelez vect de V et B. D'accord? Ça, c'est le plan engendré par V et B. Okay. Cette condition, bien sûr, cette propriété n'est vraie que si ça engendre vraiment un plan, donc si V et B ne sont pas colinéaires. Bon, donc on connaît sa direction, il est orthogonal au plan engendré par V et B. Il reste à savoir quelle est sa norme et son sens. Ben, pour ça, ce qu'on peut faire, donc, en imaginant que V et B ne sont pas colinéaires, on peut choisir, donc disons que ça c'est le plan engendré par V et B. D'accord, ils sont quelque part dans ce plan, peu importe comment. Et je regarde la normale à ce plan. Et puis sur cette normale, je vais choisir un vecteur unitaire. Par exemple comme ça, que j'appelle n. Et une fois que j'ai choisi ce vecteur unitaire, du coup j'ai une orientation du plan qui est bien définie. Si je place mon pouce, si j'aligne mon pouce dans le même sens que n, ma main droite s'enroule dans le sens positif. C'est-à-dire qu'un angle comme ça, ce sera un angle positif. Donc là, j'ai une orientation du plan et des angles dans ce plan. Je choisis l'orientation compatible avec l'orientation de L. Et donc, mon V vectoriel B, je sais qu'il est selon cette droite. Il reste à savoir comment exactement. V vectoriel B scalaire n, c'est le vecteur, vous pouvez prendre ça comme définition. Hein. V vectoriel B scalaire n, c'est le nombre norme de V fois norme de B fois le sinus de l'angle θ, où θ c'est l'angle orienté de V à B. Donc, en particulier, si on oublie ces histoires d'orientation, en particulier, on a la propriété suivante. La norme du produit vectoriel, je vais prendre la norme la norme du produit vectoriel, ça va être la valeur absolue de ça. Et donc c'est la norme de V fois la norme de B fois la valeur absolue du sinus θ. Ok. Concrètement, on trouve la direction du problème, la direction du produit vectoriel à l'aide de la règle de la main droite. Donc, cette règle est tellement importante qu'elle a une dizaine de noms différents. Règle de la main droite ou règle du pouce. Thumb rule en anglais. Donc, on place la main
selon le vecteur V. On plie la main pour aller chercher le vecteur B, et le pouce vous donne la direction du produit vectoriel V vectoriel B. Faisons-le sur quelques exemples. Donc, dans chaque cas, vous allez me donner la direction du vecteur V vectoriel B et la direction de la force de Lorentz. Donc je répète, on place la main selon V, on plie la main pour aller chercher B, la main droite, hein, donc pour les gauchers, faites attention. On plie la main pour aller chercher B, le pouce vous donne la direction de V vectoriel B. Donc imaginons qu'on considère un proton, P+, et que mon proton soit animé d'une vitesse V, qui est comme ceci, et puis que j'ai un champ magnétique B qui soit, disons, dirigé comme cela, avec par exemple ici un angle droit. Bon, comment est le produit vectoriel et comment est la force de Lorentz magnétique? Je mets ma main selon V, je plie la main pour aller chercher B, et donc V vectoriel B vient vers vous. D'accord? C'est un vecteur qui sort du tableau, qui pointe directement dans votre œil. Et donc V vectoriel B, on le symbolise comme ça, d'accord? C'est un vecteur qui vient vers vous. Donc ça pointe vers nous. Et au contraire, ce symbole-ci, ça désigne quelque chose qui pointerait dans le tableau, comme ça. Donc, V vectoriel B, il est comme ça. Et la force de Lorentz magnétique, que je vais dessiner en rouge, ici, c'est un proton, d'accord? Un proton, donc j'ai une charge, comme vous voyez, j'ai une charge plus E. Et donc, ma force, elle est elle aussi comme ça, Fl. La force de Lorentz pointe vers nous. Ok, faisons un deuxième exemple. Considérons un électron. Et puis je vais toujours prendre la vitesse V comme ceci, et je vais supposer que mon champ magnétique pointe dans le tableau. Donc le B est comme ça. Bon, même question, comment est V vectoriel B et comment est la force de Lorentz? V vectoriel B, je mets la main sur V, et ensuite il faut que je me débrouille pour aller chercher B. B il pointe dans le tableau, donc je vais mettre la main comme ça, je vais chercher B comme ça, V vectoriel B est vers le haut. Donc V vectoriel B est comme ceci, et la force de Lorentz, eh bien attention, ici il s'agit d'un électron, donc ça a une charge négative, moins E, et donc la force de Lorentz a la même direction mais un sens opposé, elle est dirigée vers le bas. Etc. D'accord? Donc, entre le vecteur vitesse V, entre V, B, la charge et puis et la force de Lorentz, essentiellement, si vous en connaissez 3, vous pouvez trouver le quatrième. Donc, une application historique de ça, ça a été la découverte du positron. Donc, Dirac a prédit vers 1930 qu'il existait des antiparticules. Et en particulier, on avait un anti-électron qui a un peu les mêmes propriétés que l'électron, mis à part qu'il a une charge plus. Donc, on l'appelle E+. Et donc, dans une expérience qui a été réalisée dans une montgolfière, on a une montgolfière, on avait je crois que c'était une chambre à brouillard, un certain détecteur dans lequel on enregistrait des traces de particules créées dans la haute atmosphère. On avait des traces de particules qu'on savait identifier comme étant dues à un électron, parce qu'on connaissait le champ magnétique qu'on imposait, on connaît l'énergie des électrons, et donc on sait comment va être courbée la trajectoire. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait aussi parfois des trajectoires complètement symétriques de celle-ci,
qui s'est enroulée dans l'autre sens. Et donc l'interprétation qui a été donnée et qui s'est révélée tout à fait correcte, c'est qu'en fait cette trace qui s'enroule dans le mauvais sens, elle est due à une particule de charge plus E et de même masse et puis de même énergie que cet électron-ci. Et donc, vraisemblablement, et c'était le cas, il s'agit d'un positron, et on venait de découvrir expérimentalement les positrons. Donc ça a été, la découverte expérimentale est due à Anderson, et il a eu le prix Nobel pour cela. Et Dirac a eu le prix Nobel pour la prédiction. Passons au principe des accélérateurs de particules. Donc, la première remarque, c'est on va regarder quelle est la puissance en fait exercée par la force de Lorentz. Donc, maintenant, j'appellerai FL la force de Lorentz totale. C'est-à-dire la somme de ce qu'on a appelé la force de Lorentz électrique et de ce qu'on a appelé la force de Lorentz magnétique. Autrement dit, FL, c'est QE plus QV vectoriel B, ou encore c'est Q facteur de E plus V vectoriel B. Voilà. La puissance exercée par cette force P, comme avec n'importe quelle force, c'est le produit scalaire de la force par la vitesse. Et donc, c'est Q E scalaire V plus Q V vectoriel B scalaire V. Mais on se rappelle que V vectoriel B, il est orthogonal à V. Et donc si j'en fais le produit scalaire avec V, ça fait 0. Et donc cette puissance se réduit à la puissance de la composante électrique, QE scalaire V. Donc conclusion de cette histoire, seule la composante électrique de la force de Lorentz travaille. C'est cette composante de la force de Lorentz qu'on va exploiter pour accélérer nos particules. La première chose qu'on a faite, c'est de créer une région de l'espace dans laquelle on a un champ électrique uniforme. C'est pas très compliqué à faire. Vous prenez deux plaques métalliques et vous imposez un certain potentiel électrique sur chaque plaque. Et les deux plaques métalliques sont supposées parallèles, et vous avez vu en terminale qu'on a un champ électrique. Alors, disons que si j'appelle cet axe l'axe des x, on a un champ électrique donné par l'expression suivante. C'est la tension UAB divisée par la distance entre les plaques, avec un signe moins peut-être, moins UAB sur D fois le vecteur EX. D'accord ? Si jamais ma tension est positive, si UAB est positif, non c'est ça, excusez-moi, il n'y a pas de signe moins. C'est UAB sur D fois EX. Si la tension UAB telle que je l'ai représentée est positive, le champ électrique est dirigé dans le sens de X. Donc c'est cette expression-là qui est correcte. Ok. Donc, dans toute cette région entre les plaques règne ce champ électrique uniforme. Et donc, si je mets une particule ici, mettons que ce soit une particule chargée positivement, par exemple un proton, okay, P+, cette particule va sentir une force de Lorentz, la force de Lorentz, initialement comme ceci, FL, puis bon, supposons qu'il n'y a pas de champ magnétique, donc j'ai juste la composante électrique de la force de Lorentz. Dans toute cette région, le champ électrique est constant. Évidemment, la charge de la particule est constante, hein, ça va sans dire. Et donc, ma particule va être uniformément accélérée.
et va se promener comme ça de la gauche vers la droite. Et ici, ben, elle aura été accélérée, d'accord? Elle aura un certain vecteur accélération, un certain vecteur disons. Initialement, je peux supposer qu'elle a une vitesse quasiment nulle, c'est souvent le cas, et là, elle aura une vitesse appréciable. Voilà. Et surtout, toute cette partie-ci, c'est un trajet uniforme accéléré, et donc c'est exactement comme ce que vous avez fait en terminale, chute d'un objet dans un champ de pesanteur uniforme. Ok. On peut en dire un petit peu plus. Dans le cas général, c'est-à-dire que ce soit un champ électrique uniforme ou pas, le champ électrique E dérive du potentiel électrique V de la même façon que une force dérive d'une énergie potentielle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que E, c'est moins gradient du champ électrique, et donc en coordonnées cartésiennes, c'est moins d rond V sur d rond X, EX, moins d rond V sur d rond Y, EY, moins d rond V sur d rond Z, EZ. Ça, c'est une expression complètement générale. Et la force de Lorentz électrique dérive de l'énergie potentielle EP, on va dire EP électrique, ou EP électrique, c'est Q fois V. Donc, c'est la généralisation, si vous voulez, de cette expression-ci du champ électrique. Hein, votre tension UAB, en fait, elle est égale à VA moins VB, où V, c'est ce potentiel. Et donc, plutôt que de penser en termes de force et de vraiment calculer la trajectoire, savoir où est ma particule au temps t, à quelle vitesse, quelle accélération, il y a une façon beaucoup plus simple de... Parce que ce qui nous intéresse finalement, c'est de savoir de combien on l'a accéléré, c'est savoir quelle est sa vitesse ou quelle est son énergie cinétique à la sortie. Hein, ça, c'est un modèle rudimentaire d'accélérateur, si vous voulez. Puisque cette force est la seule à prendre en compte et qu'elle dérive de l'énergie potentielle, plutôt que de travailler avec des forces et la seconde loi de Newton, on va travailler avec l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique de la particule est conservée. Et donc c'est la même quand la particule est au niveau de la plaque A ou bien quand au niveau de la plaque B. Et donc vous allez avoir 1,5 de la masse de la particule fois sa vitesse au carré, au point A, plus l'énergie potentielle en A qui est égale à 1,5 de mvb carré plus l'énergie potentielle en B, c'est-à-dire au niveau de la plaque B. Ça, très souvent on le néglige. D'accord. On peut supposer que la vitesse de départ est négligeable devant celle-ci, enfin que cette énergie cinétique est négligeable devant celle-là. Et donc ce que vous obtenez, c'est QVA égale 1,5 d'mvb carré plus QVB. Ou encore, l'énergie cinétique en B, c'est-à-dire 1,5 mvb carré, égale Q facteur de VA moins VB, c'est-à-dire égale Q UAB. Voilà. Et donc vous savez quelle est la vitesse à la sortie de l'accélérateur de votre particule. En remplaçant l'énergie cinétique par son expression en fonction de VB, vous obtenez que ça fait Q. Vous avez du Q UAB. Donc là, j'ai du 1,5 de M. Donc j'aurai un 2 au numérateur et un M au dénominateur. Et puis ça me donne VB carré. Si je veux VB, il faut que je prenne la racine, donc puissance 1 de 8. Donc, cette expression n'est pas à connaître par cœur, mais il faut savoir l'établir très rapidement. Ok, donc on vient de voir le principe d'un accélérateur. On utilise un champ électrique pour accélérer la particule.
Maintenant, supposons qu'on soit vraiment intéressé par communiquer une grande énergie à cette particule. Et bien là surgit une difficulté. Il y a des limites sur les champs électriques que vous pouvez considérer. De toute façon, si vous considérez un champ électrique trop intense, ce qui va se passer tout bêtement, c'est que il va y avoir une décharge électrique, vous allez un éclair, si vous voulez, qui va d'une plaque à l'autre, vous allez ioniser l'air entre les plaques. C'est d'ailleurs exactement le principe de la foudre. Vous avez une différence de potentiel par mètre trop grande entre la Terre et puis le bas de votre nuage, et on a une décharge qui s'établit, on a un courant qui s'établit. Ok, donc du coup, à cause de ça, si on veut quand même communiquer une grande énergie, disons, ce qu'il faut, c'est appliquer un champ électrique très longtemps, d'accord, pour accélérer très longtemps. Le champ électrique lui-même, sa norme, elle est limitée, mais si on l'applique très longtemps, on va pouvoir obtenir des énergies cinétiques arbitrairement grandes. Bon, mais comment faire ça en pratique? Il y a plusieurs ruses. On essaye, par exemple, de faire passer plusieurs fois la particule dans une même région dans laquelle règne ce champ électrique. Et donc, ça nous conduit à différents types d'accélérateurs de particules, selon la solution choisie. Donc, il y a deux grands types d'accélérateurs de particules, accélérateurs linéaires et accélérateurs circulaires. Les deux sont nés à peu près en même temps, enfin initialement c'était plutôt linéaire, et les deux ont un intérêt encore aujourd'hui et un intérêt futur. Donc, si vous voulez accélérer les particules, donc on a vu, vous prenez deux plaques, vous avez une tension entre les plaques et un champ électrique uniforme entre les plaques. Okay, supposons qu'on prenne un champ électrique qui soit légèrement inférieur à celui qui fait claquer l'air, qui va provoquer cette décharge. Si vous mettez vos plaques très éloignées, il va vous falloir imposer entre les plaques une tension vraiment très grande. Et ça, c'est difficile d'avoir une tension continue extrêmement grande. Il est beaucoup plus facile d'avoir des tensions alternatives qui prennent des grandes valeurs. Et donc, on est amené à travailler avec une tension alternative, disons la forme ut égale u0 sinus oméga t. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que notre particule, on va l'accélérer avec un champ électrique, puis un peu plus tard, on va de nouveau l'accélérer avec un champ électrique, puis on va de nouveau l'accélérer avec un champ électrique. Et donc, il faut arriver, d'une manière ou d'une autre, à appliquer le champ électrique plusieurs fois. Et donc, l'idée de Widerøe, c'était donc c'est une idée qu'il a commencé, disons, il a commencé à construire un accélérateur de particules dans sa chambre d'étudiant aux alentours de 1900. Et puis, bon, il a terminé son accélérateur plus tard. Donc, si j'impose entre deux plaques cette tension alternative, le problème c'est que par moment le champ électrique va être dans un sens, à d'autres moments il va être dans l'autre sens, et puis par moment il sera quasiment nul, à d'autres moments il aura une intensité très grande. Et donc son idée c'est de considérer des tubes cylindriques, métalliques, et d'accélérer la particule quand elle est entre les tubes. Donc par exemple si c'est un électron, pour fixer les idées, imaginons un électron, si c'est un électron, je veux accélérer ma particule vers la droite. Donc ce que je veux c'est une force de Lorentz qui soit comme ça, et puisque mon électron a une charge négative, il va me falloir un champ électrique qui soit dans ce sens-là, d'accord? Donc les deux disques, si vous voulez, qui ferment presque les cylindres, enfin on a juste fait un petit trou dans les disques pour laisser passer la particule, ces deux disques-là jouent le rôle exactement des deux plaques qu'on considérait tout à l'heure. Donc entre ces plaques, imaginons qu'on a un champ électrique uniforme pour une raison ou une autre, la particule va être accélérée. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'au cours du temps, cette tension varie, et en fait cette tension, c'est un peu la différence de potentiel que vous imposez entre les deux tubes. Et c'est à cause de cette différence de potentiel qu'il y a ce champ électrique. Et donc, quand le champ électrique est dans le mauvais sens, vous ne voulez surtout pas que la particule le ressente. Et donc son accélérateur est fait pour ça. Une fois que la particule est dans un tube, en fait, elle ne sent plus le champ électrique extérieur, si vous voulez. Elle est écrantée. Le champ électrique est écranté. Et donc, la particule va se propager ici librement, c'est-à-dire sans être soumise à aucune force.
elle va traverser tout le tube. Et il faut vous arranger pour que, une fois qu'elle sort du tube, la différence de potentiel entre ces deux tubes-là soit adéquate pour que vous ayez de nouveau un champ électrique très fort et dirigé dans ce sens-là. Et puis, idem ici, entre les deux prochains tubes, etc. etc. Et donc pour ça, eh bien, il faut bien calculer, connaissant la masse de votre particule, connaissant la pulsation de votre tension d'alimentation, il faut bien calculer quelle doit être la longueur du premier tube, la longueur du deuxième tube qui doit être forcément plus long parce qu'il va être parcouru à une vitesse plus grande, pendant la même durée que ce qui est parcouru le premier tube, la longueur du troisième tube qui est encore plus grand, etc. Voilà. Donc c'est une première idée de l'accélérateur linéaire. Il y a eu d'autres modèles d'accélérateur linéaire. Une autre stratégie consiste à utiliser toujours la même région de l'espace. Ici, on avait un champ électrique dans une première région, un champ électrique dans une deuxième région. On pourrait vouloir faire passer la particule toujours dans la même région où règne ce champ électrique. Et donc, considérons toujours le cas d'un électron. Cette autre stratégie donne en particulier un accélérateur qu'on appelle le cyclotron, qui est dû à Lorentz. Donc ça, c'est vers 1950. Le champ électrique sera présent dans cette zone. D'accord. Ça, c'est encore mes deux plaques, comme tout à l'heure, ou comme ici. On a un champ électrique. Mettons que initialement la particule se trouve ici, avec une vitesse initiale négligeable peut-être, et je veux qu'elle soit accélérée comme ça, et donc de nouveau je veux, quand elle est là, je veux que le champ électrique soit dirigé comme ça. Donc elle est accélérée, et ensuite on va utiliser un champ magnétique. Le champ magnétique, il ne va pas modifier l'énergie cinétique de la particule, puisqu'on a vu que la composante magnétique de la force de Lorentz ne travaille pas, mais il va avoir un rôle essentiel, il va permettre de courber la trajectoire. Et alors ici, vérifions que je ne me suis pas trompé de sens. Mon vecteur vitesse est comme ça, mon champ magnétique vient vers vous, mon vecteur vitesse est comme ça, mon champ magnétique vient vers vous, et donc V vectoriel B est dirigé vers le bas, mais c'est un électron. La charge est négative et donc l'accélération est dirigée vers le haut. Et donc, quand la particule est ici, eh bien, elle a un vecteur accélération qui est dirigé vers le haut, etc. Et vous pouvez vérifier assez facilement que ça va vous donner une trajectoire courbée comme ça, en forme de demi-cercle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La particule revient de nouveau dans la zone où règne un champ électrique. Sauf que cette fois-ci, vous voulez l'accélérer de la droite vers la gauche. Et donc, il faut qu'à ce moment-là, votre champ électrique soit orienté dans l'autre sens. Et ça, c'est possible parce que vous allez utiliser une tension ici alternative. Ce UAB dépend de T. Et que pendant que l'électron fait une demi-période, pendant que l'électron traverse l'une des deux moitiés de l'accélérateur, qu'on appelle un D, un D en anglais, un D comme la lettre D, traverse un D, le champ électrique, la phase, si vous voulez, du champ électrique la phase de la tension d'alimentation a varié de pi. Autrement dit, la période, le mouvement de l'électron va pas être tout à fait périodique, mais bon, on va quand même voir une certaine périodicité, on a une espèce de pseudo-période. Et cette période, pour le mouvement de l'électron, c'est exactement la période à laquelle oscille votre tension d'alimentation. Ok, et donc là, le champ électrique, il est dans le bon sens, l'électron est accéléré, la trajectoire est de nouveau courbée. Mais là, il est accéléré, il y a plus grande énergie cinétique, donc on aura un cercle plus grand, etc. Et donc vous allez faire un certain nombre de passages jusqu'à ce que finalement votre électron sorte de l'accélérateur. Donc, bon, il y a eu un certain nombre de découvertes importantes faites avec cet accélérateur-là. Au début, c'était tout petit, ça tenait dans la main, puis après, on a construit des plus gros. Ensuite, il y a un autre modèle qui va ressembler encore un peu à ça, qui est donc celui-ci. C'est sur ce modèle-là qu'est construit
le LHC, son prédécesseur le LEP. Donc, exemple, le LHC. Donc, ça s'appelle un synchrotron. Alors, il y a des portions droites ici dans lesquelles règne un champ électrique. Donc, dans ces portions-là, mon électron est accéléré. Donc là, il est accéléré. Et puis, ici, la trajectoire est courbée. Puis là, il est accéléré. Et puis là, la trajectoire est courbée par le champ magnétique, etc. D'accord ? Bon, c'est un peu schématisé, bien sûr, mais le principe, c'est ça. Donc finalement, ça fonctionne à peu près sur le même principe. J'ai une autre remarque aussi, c'est que ici, on a vu que quand l'électron parcourt un dit, on avait une demi-période pour la tension d'alimentation. Et en fait, ici, on a la même chose. Si vous réfléchissez un peu, si vous voulez qu'à chaque fois l'électron soit accéléré dans le bon sens, il faut que cette durée de parcours corresponde exactement à une demi-période du champ électrique. En fait, au moment où l'électron est là et le champ électrique est dans le bon sens, ce champ électrique-là, il sera dans le mauvais sens. Et une demi-période plus tard, ça s'est renversé et celui-ci, il est dans le bon sens pour accélérer l'électron qui sort. Voilà. Une chose qu'on peut faire aussi avec des accélérateurs, c'est un appareil qui s'appelle un spectromètre de masse. On accélère des noyaux atomiques si j'ai deux noyaux qui ont la même composition chimique, la seule chose... Ok. Supposons que j'ai deux noyaux qui ont la même composition chimique, mais qui ne soient pas faits des mêmes isotopes. Par exemple, dans un, il y a un certain atome qui est du carbone 12 et dans l'autre, c'est du carbone 13. Et bien, du coup, là, ils n'auront pas exactement la même masse. Et quand on les accélère, on va réussir en fait à séparer, à trier nos noyaux selon leur masse d'une façon très très précise. Et ça, c'est extrêmement utile pour faire de l'analyse chimique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci encore, à bientôt.